Alors, bonjour à toutes et à tous et merci à la Fondation Michalski de m'accueillir ce soir pour vous transporter un peu plus au nord. Alors, ironiquement, on m'a dit de commencer cette conversation avec la nuit, c'est-à-dire l'extinction des Lumières, mais je vais vous emmener dans un endroit donc effectivement très au nord, mais où en été le soleil brille toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Donc c'est une autre vision de l'Arctique et pour moi c'est très émouvant aussi de me retrouver ici ce soir pour parler de ce livre, donc, qui est un journal d'urgence qui s'appelle Alaska, l'usure du monde, car il se place justement dans une tradition orale d'un des grands peuples de l'Arctique qui s'appelle les Yup'ik. Alors, c'est un peuple qui vit effectivement dans un milieu particulier. On imagine souvent inconsciemment la banquise. Là, je vais surtout vous parler de toundra parce que, en fait, c'est un peuple qui vit avec les saisons. Et en été, donc, il y a la toundra et en hiver, il y a la glace. Et donc, c'est une terre d'eau et d'herbe extrêmement vacillante qui nécessite, pour se repérer, pour vivre, pour habiter, une transmission extrêmement précise d'enseignement et de ce qu'on appelle les mots pour vivre, donc les karuyun. Donc les anciens transmettent de génération en génération depuis la nuit des temps aux jeunes. Donc, alors, je ne suis pas fluente en Yuktoon, mais j'ai décidé de vous en faire écouter quelques mots. Alors, vraiment, c'est ça. Kalgayaguna awaken taima sa nutara kalgayagilani kalgayagaw ma aiselgilpak nangakaf knanilu tawam tukti mai manna kalgayagiyani manna akkasak kalgayagak chiu mu tinaksuku awagif knaku takaksuku manna tseli mai akkasauluni manna awani yogatuskat chiu lem tseli pitsuku akkutai makkanak kaigasutsuku makunun khotn yogak manna pisini luku tamana tseli Alors, kunaku tseli atunguna tuktukuluku pikuf tseli. Ouais, je pense que c'est bon. Donc en fait, cet ancien, donc, qui s'appelle Raphaël Jimmy et qui d'ailleurs a disparu depuis lors, dit simplement ils disent que les Gayundaku, les mots pour vivre, viennent d'un temps où le monde était neuf, continuent d'exister de nos jours et n'ont pas de fin. Cependant, c'est mon espoir que vous, jeunes gens, ne cessez de les porter sans rien en noter. Les suivre est ancien, comme la tradition de danser de nos ancêtres. Depuis longtemps, la danse est utilisée pour demander « si vous continuez à danser, l'harmonie perdurera ». Donc en fait, toute cette tradition orale fait que, effectivement, ce livre, en tout cas déjà d'une part, je le co-signe avec donc, ma co-autrice qui est archéologue et donc je vais ensuite parler, donc Claire Oumar, mais aussi avec finalement un peuple, donc je ne suis pas Yup'ik, je ne serai jamais, mais c'est vrai que j'ai eu la chance qu'ils m'offrent leur confiance. Alors, c'est là aussi que je vais aussi obéir à mon éditrice, Mireille, qui me dit « Surtout, n'oublie pas de te présenter ». Donc, je m'appelle Charlotte Fauve, je suis journaliste et autrice. Donc, ça, c'est mon Alaska, donc, qui est mon deuxième livre. Et par contre, en Arctique, je ne réponds absolument pas à ces noms-là. Donc par exemple, les Yup'ik m'ont donné d'autres noms, donc, dont Nuyofluk, qui veut dire cheveux sauvages, situation qui s'est depuis améliorée depuis que j'ai coupé mes cheveux, et celui d'Agayour, raconteuse. Je le précise parce que, comme vous le verrez, la transmission des mots, de ces enseignements, mais aussi des noms, est fondamentale là-bas. Ah oui, alors j'aurais peut-être dû aussi commencer par là. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler des Yup'ik? Ah, une personne, deux personnes. Alors déjà, là, on augmente une moyenne de façon importante. Souvent, effectivement, personne ne connaît les Yup'ik, alors que c'est, donc, comme je l'ai expliqué, un des grands peuples de l'Arctique. Mais on ne retient souvent que les Inuits, donc qui est le peuple le plus connu.
Les Amérindiens aussi sont plus populaires que ces peuples-là. Alors, en fait, pour que vous compreniez, j'ai mis cette carte, c'est parce que on va dire qu'en dessous d'une certaine limite, il y a des arbres. Donc, en dessous de la lisière des arbres, il y a les Amérindiens, c'est-à-dire les Cherokees, les Apaches, les Cheyennes, qui sont bien connus. Et au-dessus, il y a autant d'autres communautés, d'autres peuples, dont les Inuits, les Yupits, les Chupits, les Inupiats, qui sont aussi nombreux. Ces peuples-là, donc, sont établis, évidemment, donc, sont des peuples natifs qui sont établis en Arctique depuis des millénaires. Et c'est ensuite l'arrivée des missionnaires et des marchands à partir du mi-temps du XIXe siècle qui a complètement bouleversé leur mode de vie. C'est à ce moment-là aussi qu'on va les regrouper sous le vocable plus généraliste et assez brutal, finalement, d'Esquimaux, qui signifie excommunier. Parce qu'effectivement, ces peuples sont la plupart animistes, chamaniques, et ont un système de croyances extrêmement fort qui fonctionne sur l'idée d'un cycle perpétuel et justement sur le passage entre différents mondes, le passage du cycle des saisons et le passage entre la vie et la mort. Alors, il y a aussi un fait qui... Alors ça, c'est des photos que j'ai prises à l'arrière du village dont je vais vous parler, Queenahawk, qui est le lieu principal où se tient ce journal. C'est qu'en fait, c'est des étendues qui, à première vue, sont extrêmement vierges, inhospitalières, et on dirait qu'elles ne sont pas habitées. C'est aussi cette vision-là qui a été, on va dire, prolongée par beaucoup de récits d'aventure, de récits de voyage, par un mot aussi, le wilderness, c'est-à-dire en fait la nature sauvage donc inhabitée, ce qui est complètement faux. En fait, cette nature est extrêmement habitée et c'est aussi pour ça qu'on y trouve des vestiges archéologiques nombreux. Donc à Alaska, à l'usure du monde, c'est une fouille archéologique racontée de l'intérieur, au milieu d'une communauté qui a un mode de vie, une civilisation extrêmement riche. Je vais juste vous citer une anecdote pour vous expliquer à quel point ça peut être paradoxal, cette vision finalement de contrée sauvage, inhospitalière. C'est que l'année dernière, en été, il y a une jeune Britannique qui a traversé l'île de Baffin au Canada et qui a été en fait proclamée, alors je pense que c'était d'ailleurs pas elle qui, en tout cas proclamée comme la première femme à traverser cette île, seule. Et en fait, les natifs là-bas se sont vraiment insurgés parce que, comme ils l'ont rappelé, depuis des siècles, les femmes traversaient cette île, parfois même enceintes, pour passer entre les campements et notamment entre les territoires de pêche et de chasse au caribou entre le printemps et l'automne. Donc c'est pour bien vous montrer aussi cette espèce d'effacement d'une histoire extrêmement riche dans ces territoires. Alors, j'ai choisi cette image pour vous présenter les Yupits parce que donc justement ils vivent sur les longs de la mer de Bering, donc sur la côte sud-ouest de l'Alaska. Là encore, c'est vraiment un peuple donc, qui vit en harmonie avec les saisons. Et donc, la glace va fondre dès le printemps pour révéler donc, cette toundra, et qui est en fait une espèce de grande éponge de la taille d'un pays. Donc les Yupits l'occupent de façon extrêmement stable. Mais actuellement, et c'est ça qu'il faut comprendre, cette espèce de flou que peut représenter la toundra, parce que c'est une terre extrêmement, effectivement, vacillante, spongieuse, est mise en danger par une autre fonte, donc celle du permafrost. Donc c'est le sol qui est gelé depuis des millénaires, là encore, et qui normalement ne devrait absolument pas fondre. Or, ce qui se passe, c'est que... Excusez-moi, un petit bug. Or, ce qui se passe, c'est que ce permafrost fond, ce qui entraîne d'énormes modifications au niveau de leur habitat, au niveau du cycle des saisons,
et qui font que ces terres sont vraiment à l'avant-poste de la crise climatique, d'une part parce que effectivement l'eau de la mer de Bering monte, les tempêtes redoublent d'intensité, mais à cette menace, cette fonte littéralement du sol, extrêmement chaotique, ajoute une instabilité énorme. Donc là, je vous montre donc une photo qui est le rivage où se tient la fouille archéologique que j'ai rejoint, et qui a été... en fait, il y a 10 ans, les habitants ont essayé de stopper son érosion en mettant des bâches avec des sacs de sable. Évidemment, ça ne marche absolument pas, et petit à petit ils sont arrachés par la mer. Alors, c'est là où j'arrive à la question de ce village de Kunao, qui est aussi du pourquoi je me suis retrouvée là-bas. Alors, Kunao, c'est un minuscule village qui se trouve donc sur la côte, et qui en été, comme nombre d'entre villages de la toundra, se retrouve aussi isolé qu'une île, parce que la toundra est complètement infranchissable. Donc ça veut dire qu'on peut y aller qu'en avion, alors au prix effectivement d'un bilan carbone assez fort, parce qu'il faut au moins 4 vols différents pour arriver à le rallier depuis l'Occident, on va dire. Et ce village, en fait, se retrouve d'une part complètement isolé en été, mais aussi dorénavant, à cause de la crise climatique, isolé en hiver. Il faut voir que l'hiver en Arctique, c'est normalement la saison du rassemblement, de la fête. Or, à cause de la fonte des glaces, le voyager n'est plus sûr, et cela signifie qu'en fait, tous ces grands rassemblements des peuples de la toundra deviennent très difficiles, et qu'on ne peut aussi plus voyager aussi facilement sur les rivières qui gelaient et qui étaient en quelque sorte des autoroutes naturelles. Donc là, je vous en ai mis une. Et donc, ce village se retrouve... Donc, voilà, donc là, je vous ai mis cette photo pour que vous compreniez bien à quel point, en fait, c'est vraiment une espèce de grosse éponge gigantesque. Extrêmement isolé, extrêmement instable, et qui, malgré ces difficultés-là, a été un des villages qui, on va dire, au début des années 2000, a lancé une fouille archéologique communautaire complètement hors norme pour sauvegarder le vieux village, c'est-à-dire Nunalek, un village donc, qui était enfoui dans la tourbe. Alors, il faut aussi comprendre, et c'est là que c'est assez fou d'imaginer que le long du rivage de l'Alaska et le long du rivage en fait, de l'Arctique de façon générale, il y a énormément de sites archéologiques qui n'ont jamais été fouillés et qui sont porteurs d'un passé qui est en train de pourrir, littéralement. Donc c'est parce qu'à cause de la crise climatique, le permafrost fond, et que la majorité de ces vestiges, donc qui sont du bois, sont en train, et d'ici 5 ans, de pourrir et donc de disparaître. Ce village, en fait, prend conscience de la disparition de son passé parce qu'avec l'érosion, en 2007, il y a un masque chamanique qui surgit des flots et qui va être retrouvé par hasard sur la plage. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le masque va être vendu à un pêcheur parce qu'en fait, les rares occidentaux, et notamment qu'on surnomme dans la région les Kazakhs, c'est un mot qui vient des Cosaques parce que les premiers à arriver sur ces terres étaient les Russes. Donc les Kazakhs et ces pêcheurs finalement n'arrivent ici que pour des raisons qui sont souvent récréatives, c'est-à-dire aller pêcher du saumon dans des rivières qui sont parmi les plus poissonneuses du continent américain. Donc ce masque est vendu et le Conseil des Anciens, évidemment, se dit que c'est absolument terrible d'arriver à cette fin, c'est-à-dire d'une part des vestiges qui sont soit emportés par la marée ou qui vont être soit vendus. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire appel à des archéologues. Alors,
je vais donc vous expliquer aussi pourquoi justement ces vestiges ont une valeur inestimable. Alors, les Yuppites sont effectivement peu connus, mais en Europe notamment, et au XIXe siècle, ils vont l'être assez brièvement et grâce aux artistes surréalistes qui vont se prendre de passion pour leurs masques. Alors, c'est effectivement des masques qui sont assez particuliers, donc des masques chamaniques qui étaient utilisés lors de cérémonies avec donc, des chamans qui les portaient et qui dansaient au son des tambours en faisant des cris d'animaux ou en racontant des histoires. Et ces masques, en fait, c'est les visions des chamans. C'est les animaux, la plupart du temps, qui leur apparaissaient en rêve, ou les animaux qui étaient censés les aider à guérir ou à apporter, on va dire, la récolte, c'est-à-dire aider à pêcher, aider à chasser. Alors celui-là, notamment, est l'un des plus connus. Donc, il se trouve dans la collection du Quai Branly. C'est vraiment celui qui a une certaine aura de légende. Donc, c'est un masque qui représente un échassier. Donc, c'est un huîtrier de Barman. Et donc, vous voyez, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'il a donc le visage souriant, en fait, qui est au centre de l'animal. Et en fait, c'est très symbolique parce qu'en fait, ce visage, ses bras sont aussi les ailes de l'oiseau. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sorte d'ode à la métamorphose. Donc, ce visage symbolise l'âme du masque, mais aussi l'âme de l'huîtrier. Et il se trouve au centre de grands cercles de bois qui portent des plumes, mais qui pourraient aussi porter d'autres choses, et qui symbolisent les différents mondes qui sont en interconnexion avec l'humain, donc c'est-à-dire les éléments, aussi bien le vent que l'âme de l'huîtrier, que la roche, voilà. Donc en fait, tout est vraiment connecté. Et c'est aussi pour ça que les Yuppites sont très connectés à leur territoire. Et dans de nombreux récits, le chaman en fait, était censé voler et prenait la forme d'un oiseau en fait, pour survoler la toundra. Aussi parce que les Yuppites avaient, finalement, entre guillemets, inventé une sorte de kawi avant l'heure, parce qu'avec les peaux, notamment de certains oiseaux et de petits rongeurs qui sont imperméables. Et donc, en fait, certains pensaient que ces imperméables leur permettaient de voler. Donc, je vais vous en montrer quelques autres. Moi, c'est par ces masques, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser il y a bien longtemps à ce peuple-là. Alors, complètement par hasard. J'en avais vu un au Quai Branly, et c'est vrai que c'est des masques qui sont extrêmement intéressants parce que, alors là, c'est un masque de caribou qui tient dans ses crocs, en fait, le carton d'un phoque. Là aussi, à chaque fois, il y a des idées de métamorphose, et donc c'est vrai que ce sont vraiment des objets, lorsqu'on imagine qu'ils étaient considérés comme vivants, qui sont assez troublants. Et donc, c'est aussi des objets qui sont, on va dire, qui n'ont cessé de varier, aussi liés au climat, évidemment. Et ce que l'archéologie, et ensuite je l'ai découvert plus tard, nous apprend aussi, c'est que les rituels étaient sensibles aux variations de la météo, et que notamment, donc il y a le monde a traversé un état qui s'appelle le petit âge glaciaire, que l'Europe a aussi subi. On dit que notamment la Révolution française, par exemple, en France, vient du fait des famines qui ont suivi cette époque. Mais en Alaska aussi, et comme partout, ces peuples ont souffert du durcissement du climat. Et c'est aussi à ce moment-là que les masques sont devenus plus belliqueux, parfois avec des visages soit de loups, ou pour reprendre des créatures effrayantes.
Par exemple, donc celle-là, c'est un Amicute, donc c'est un démon. Alors j'ai retrouvé, parce que justement donc, la tradition orale fait que ces histoires sont toujours parvenues jusqu'à nous. Donc là j'ai retrouvé une parole d'un ancien qui dit « Il a été dit que ces Amicutes peuvent se transformer en une autre forme lorsqu'ils se lassent d'être des Amicutes. Lorsqu'elles se révèlent, elles se transforment et elles tirent un traîneau. Nos ancêtres ont transmis des conseils sur ce qu'il faut faire si l'on rencontre cette personne qui tire un traîneau. Il faut s'asseoir en lui tournant le dos et il faut toujours aller devant son chemin. Les conseils de nos ancêtres disaient de faire exactement cela. Ils voulaient simplement s'assurer qu'une personne sache quoi faire si elle en croisait un. » Et alors, donc moi, lorsque je... En fait, ces masques, je ne sais pas comment dire, c'est toujours resté dans une sorte d'inconscient pour moi. Et ça m'a vraiment émue lorsque, par hasard, alors il se trouve que j'étais en résidence sur un tout autre sujet, donc j'espère de vous parler en fin de talk, parce que c'est pour cela que je suis en cours d'écriture à la Fondation Michalski. Donc moi, j'étais en résidence en Floride, sur la chasse aux pitons, donc vraiment sur un sujet qui n'a rien à voir. Mais il se trouve qu'une des autres lauréates de la Villa Albertine, donc qui est ce programme de résidence des artistes français, était archéologue, et j'ai découvert qu'en fait, elle était en train de fouiller sur la côte de l'Alaska et de mettre au jour ces masques qui m'avaient tant impressionnée. Et notamment, il m'avait impressionnée parce que pour moi, je trouve que c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, on a de face à nous les rêves de ces chamans et les visions qu'ils ont eues. Alors, il se trouve que moi, mon histoire est un peu particulière avec l'archéologie, c'est que j'avais l'âge de 8 ans lorsque mes parents m'ont dit que je ne pouvais pas faire de l'archéologie parce que c'était trop compliqué et que je risquais d'être au chômage. Et c'est vrai que ça a été un grand traumatisme pour moi et de façon assez inexplicable. Et je m'en suis rendu compte qu'un peu plus tard, j'ai arrêté de me souvenir de mes rêves. Et donc, c'est là où donc je suis journaliste, mais je n'arrive jamais à dissocier complètement les quêtes personnelles des enquêtes journalistiques. Pour moi, arriver à me dire que je pouvais aider à sauver les rêves de ce peuple, en tout cas m'émouvait profondément, puisque c'était d'une certaine façon aussi m'aider à retrouver les miens. Et donc là, je vous montre un de ces masques qu'on a sauvé il y a 2 ans, parce que j'ai passé 2 étés en Alaska. Et alors, j'ai de la chance parce que je vais pouvoir vous montrer sa découverte. Il faut voir que ces masques sont dans le sol depuis environ 500 ans. Et que si on ne les arrache pas de la tourbe, effectivement, d'ici 5 ans, ils n'existent plus. Yeah. No break, please. Oh yeah, snap. Yeah. No pressure. No Yeah? pressure. No Just pressure. relax. You're all by yourself on a desert island. Yeah. Breathe, Breathe. out and in. Everybody turn away. Okay, Yeah. you see it first. It is a seal. It's exactly it's the small seal. Ah! Can you? Can I? Donc voilà, donc l'archéologue qui est d'ailleurs plus une anthropologue qui a trouvé ce masque, donc se nomme Anna Mosolova. Il était enterré dans un trou de poteau, on suppose, dans un endroit symbolique de l'architecture. Et effectivement, donc c'est un masque de phoque, comme elle le dit justement dans la trouvaille. Alors là aussi, donc c'est extrêmement intéressant parce que à chaque fois, ça nous apprend en fait des choses sur. C'est rare en archéologie aussi qu'on arrive à se préciser finalement les rituels et l'imaginaire. L'imaginaire ne reste pas forcément dans le sol, en fait. C'est la dernière chose qu'on trouve. Mais là, il y a une façon de se dire qu'on arrive à retrouver ces visions
Et aussi parce que justement, cette fouille est une fouille donc, qui a été lancée par des vivants, des humains, qui ont toujours la perspective, par le fait que ces traditions sont transmises, de ce que ça peut être finalement qu'un phoque pour eux. Et donc, notamment là, alors évidemment, ce sont des suppositions, mais ce qui est important chez les Yupits, c'était d'arriver à éclairer le passage pour que l'animal arrive vers le chasseur. C'est la même chose en fait lorsque d'ailleurs un mort doit quitter le monde des vivants. En fait, on ne transporte pas le corps par la porte d'une maison, mais on le transporte par le trou de la cheminée. Et ensuite, lorsqu'on revient dans la maison, on coupe le passage avec un couteau pour empêcher que les défunts suivent la trace des vivants. Et donc là, de la même façon, en fait, le phoque était censé faire l'intercesseur entre le monde animal et le monde du chasseur. De la même façon, souvent, le chasseur avait une visière avec un oiseau parce que c'était quelque chose d'inoffensif qui n'allait pas épouvanter le phoque. Et même la mort était symbolisée non pas par on n'abattait pas le phoque, mais en fait c'était le nuage de vapeur de la bouche du phoque qui en sortant était un oiseau marin. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un monde de croyances qui sont mises au jour avec ces vestiges. Alors là, je vous ai mis une photo parce que souvent, lorsque je montre ces objets, on me dit « mais en fait, tu trouves que des masques avec des gens qui font la gueule ». Et voilà, donc ça, c'est un phoque heureux qui sourit. Donc il faut voir à chaque fois aussi qu'il faut bien se représenter le symbolisme. Et donc là, ce masque donc, qu'a trouvé une de mes coéquipières est un très grand masque de morse, d'ailleurs qu'elle a eu beaucoup de mal à extraire, parce qu'il faut voir que lorsqu'on creuse dans le permafrost, en fait, c'est vraiment des chantiers archéologiques qui sont extrêmement physiques, parce que le sol est très dur, en fait. Le sol est encore gelé à certains endroits. Et donc, pour extraire ces vestiges, on doit vraiment s'armer de patience. Alors, donc, moi, j'y suis allée en Alaska donc, au cours de 2 étés, et d'abord pour un reportage. Et en fait, il s'est trouvé que, parce que j'étais journaliste, finalement, un peu par hasard, je me suis retrouvée à avoir une sorte de maniement de l'oralité qui, pour les Yupits, était complètement compréhensible avec les fondements de leur culture. Alors ça a été vraiment un hasard heureux, mais là-bas, en fait, on écoute, on apprend et ensuite on transmet. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que donc la mission Yupik qui était là sur le terrain, ensuite m'a demandé, notamment Claire Oumar, m'a demandé si c'était possible pour moi de revenir un 2e été pour en faire en quelque sorte la courroie de transmission entre le passé et le présent, entre finalement ce chantier archéologique et les archéologues et le village. Alors évidemment, pour moi c'était une chance absolument folle. En plus j'avais l'idée de ce livre. Mais alors, c'est là aussi ce qu'il faut comprendre. Et alors, c'est pour ça que je ne vais pas vous raconter Alaska, mais je vais c'est une sorte, finalement, cette conférence, c'est une sorte de préquel pour vous expliquer ce qu'il y a dans le livre. C'est que je me suis rendu compte très vite que le flou et le trouble étaient en permanence dans les paroles que je pouvais récolter. Et que bien que journaliste avec un diplôme d'ingénieur, je n'avais absolument pas envie de les enlever parce que pour moi, elles faisaient aussi partie de ce qu'on... Il fallait absolument que l'on puisse ressentir, que le lecteur puisse ressentir en lisant. Parce qu'en fait, lorsqu'on se retrouve là-bas, on se rend compte à quel point la terre s'effrite, que le village tremble et que la toundra tremble, que le monde est en train de changer.
Et c'est aussi pour ça, et parce que je trouvais très important de montrer à quel point dans des questionnements et dans des situations de crise climatique, il fallait faire des projets en équipe. J'ai demandé à Claire Oumar, dans le texte, de faire des passages purement archéologiques que je ne voulais pas faire moi, parce que ça a enlevé justement ce vacillement dans le texte. Donc du coup, on co-signe le livre, et donc là, je vais vous montrer... alors, c'est des mauvaises vidéos, mais c'est vrai que je trouve souvent qu'en fait, c'est difficile de faire comprendre ce que c'est qu'un village dans un territoire natif au bord de la mer de Bering. Et donc là, c'est la traversée de ce village en quad. Donc il faut imaginer, donc c'est des petites maisons sur pilotis avec une seule route qui est gravillonnée, qui s'appelle la route de la toundra. Et il y a environ 700 habitants. Voilà. Alors, je vous montre aussi cette vidéo parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on me parle de l'Alaska, on a une vision effectivement extrêmement, on va dire, idéalisée de ce que c'est qu'un village là-bas. Alors, du coup, parce que je voulais quand même vous lire quelques passages du livre, et donc j'ai pris cette photo qui je trouve, et donc alors le premier été où j'y suis allée, j'ai eu la chance d'être accompagnée quelques jours par une photographe qui s'appelle Jenny Marigomen et qui a fait des images, dont celle-ci, que je trouve très parlante en fait pour comprendre finalement ce que c'est qu'un village qui ressent la crise climatique, mais dans le moindre aspect de son architecture, mais aussi de son quotidien. Alors, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il y avait d'étrange à Queenahawk. Je marche en direction du cimetière et tout a l'air un peu bancal. Les habitations posées de travers sur des pilotis de traviole, les tuyaux qui ondulent entre elles comme de gros serpents de métal, les poteaux d'électricité de guingois, les portes qui calent, les planchers qui penchent. En fait, tout le village penche, depuis que le permafrost s'est mis à fondre. Le sol plisse, il gondole comme du papier mouillé. Au-dessus, forcément, tout va de travers. Les constructions, les routes de gravier, le moral des gens. On dirait que même la mort s'y est mise. Les croix du cimetière s'affaissent dans la toundra, et c'est peut-être cela qui est à la fois le plus frappant, le moins grave et le plus triste. Le bulldozer que Quentin appelait de ses voeux se trouve d'ailleurs là, à l'arrêt, sa gueule en métal jaune suspendue au-dessus des sépultures. Les Yupits, bien sûr, tentent de remettre leur quotidien d'aplomb, avec une certaine résignation et par des gestes qui de loin paraissent absurdes. Tout à l'heure, 3 gars s'activaient, couchés sous le petit magasin de bricolage. S'allonger à plat ventre sous la maison quand celle-ci commence à s'enfoncer. On rampe sous le plancher, on met une cale, au besoin un coup de vérin, on lime la porte, et on fait comme si de rien n'était jusqu'à la prochaine fois. J'erre dans le village. En chemin, je salue Johnny le charpentier qui bricole souvent sous sa maison, là où, par manque de place et de temps, chaque villageois stocke les rondins, gare la motoneige, entasse le bric-à-brac rouillé qu'il faudrait emmener à la décharge. Quand j'étais jeune, on n'y tenait pas accroupi. Aujourd'hui, regarde, je suis debout. Et Johnny allonge le bras et touche le plancher, posé sur des pieux toujours plus hauts pour éviter de réchauffer le permafrost. À un moment, il y a eu la mode des cadres en acier, mais cela n'a pas fonctionné, trop rigide. Depuis, des tas d'armatures s'amoncellent dans le village. Johnny s'inquiète de la hauteur insensée des pilotis. Parfois, quand la terre sombre trop vite, les maisons craquent. Tout le monde craque en réalité, même la toundra, par pans entiers. Dans leur langue, les Yupits ont un mot pour décrire ce phénomène. Ousté, s'éroder, s'effondrer, terme que les scientifiques ont repris. Oustek, l'usure du socle stable du monde, cycle infernal de l'été qui se radoucit, de l'eau qui s'infiltre dans la glace, de la glace qui fond, de la terre qui cède,
Du rivage qu'il faut barder de sacs de sable, de l'hôpital qu'on a dû reconstruire, de la route qui part en vrille. Un désastre, car celle-ci menait justement à la carrière de gravier, matériau essentiel pour poser les fondations des nouveaux bâtiments. Alors en attendant de pouvoir construire à nouveau, on se serre, à 7, 10 personnes dans 3 pièces, crise du logement inconcevable alors que tout est si vaste alentour. Donc voilà Johnny. Et effectivement, donc sa maison ne cesse de monter, de s'élever sur des pilotis de toujours plus élevés, parce que si la maison ne se rapproche du sol, en fait, elle risque de s'effondrer. Donc à chaque fois, on augmente. Et alors, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que, alors souvent, justement, quand on parle d'Esquimaux et de tous ces peuples, on s'imagine qu'ils vivaient dans des igloos. Là, en l'occurrence, c'est absolument pas le cas. En fait, c'était des maisons donc, semi-enterrées, en terre. Alors ça, j'ai trouvé ce schéma, donc il y a un peu sombre, mais dans un livre qui date des années 70 et qui justement explique le mode de vie des Esquimaux, de ces fameux Esquimaux. Et alors, du coup, je vais juste vous lire un des passages que Claire Oumar a écrit, parce que donc, justement, c'est un récit en 30 jours. Et à chaque journée, il y a une explication, on va dire, historique, archéologique, d'un mot qu'à chaque fois je lui donnais dans le texte et sur lequel elle a rebondi. Alors, donc là, c'est maison semi-souterraine. Durant le dernier millénaire et jusqu'au contact avec les peuples occidentaux, les maisons semi-souterraines étaient la forme d'habitation permanente la plus commune de l'Arctique. Les premières dans la région dateraient des groupes de la culture Norton, probablement ancêtres des Yupites. Ces maisons partiellement ou complètement enterrées sont reliées à l'extérieur par un tunnel d'entrée qui sert de sas thermique. Les habitations retrouvées dans le vieux village étaient faites de murs de tourbe renforcés au coin par des piliers imposants, en bois flotté, qui aident à tenir la toiture, faites de tourbe et de bois plus légers. Les différentes unités d'habitation et les zones de circulation extérieure sont aussi reliées par des chemins de planches, encore en usage de nos jours à Quinauk. Voilà. Alors là, je voulais vous faire aussi entrer dans une de ces maisons. Et alors, c'est l'une des rencontres importantes aussi qui a fait que je suis revenue en Alaska. Alors, cette femme s'appelle Minnie Foster. C'est une des premières personnes en fait, que j'ai rencontrées lorsque je suis allée là-bas. Et donc, je vais vous lire la rencontre, parce qu'en fait, c'est un des rares passages donc, qui est au passé dans ce journal, donc, qui est complètement au présent. Et en fait, qui, je pense, vous racontera mieux aussi pourquoi pourquoi cette histoire a été aussi bouleversante pour moi et pourquoi je suis retournée, et j'ai tenu à vraiment retourner dans ce village. Minnie est la première à m'avoir fait confiance lorsque je suis arrivée au village, lors de mon premier séjour. Lorsque je levais la tête de mon café, je voyais celle de Minnie dodelinée au-dessus de sa pâte à biscuits. C'était la cuisinière du matin, qui préparait le petit déjeuner pour l'équipe d'archéologues avant la longue journée de fouilles. Celle qui parlait mal l'anglais. En réalité, Minnie était à moitié sourde, et les mots des Kasakhs, des Blancs, lui parvenaient simplement atténués, distants. Au début de l'été, le moteur de son bateau a été cassé. Le temps qu'il soit réparé, Minnie a cherché un emploi stable, ce qui ne serait jamais venu à l'idée d'une Yupik si peu avant la saison des baies, où personne ne rate une occasion de pêcher et de cueillir. Minnie était habillée d'un long t-shirt rose qui dépassait d'un large sweatshirt à capuche noire. Elle avait les yeux noirs, les cheveux noirs, la bouille ronde, malicieuse, présence incongrue dans l'intérieur en inox de la cuisine de la Maison Rouge. Les Yupits chassent, ils cueillent, ils pêchent. C'est ainsi que nous vivons, m'a expliqué Minnie lors de notre première conversation, en tentant de dominer le bruit de la machine à glaçons prête à recouvrir la pêche du jour de sa glace cubique. Des humpies, des saumons à bosse capturés alors qu'ils remontaient le courant, le dos enflé par des bulles cristallines de milliers d'œufs. Je m'étais adossée à une immense armoire frigorifique, sans savoir qu'il y a 2 ans de cela, quand l'hiver a été glacial, une meute de loups s'est rapprochée du village. On en a tué 16, dont l'un est resté longtemps congelé derrière mon dos, au milieu des boîtes de steak haché. Avec 7 personnes à la maison en plus du travail, les journées de Minnie étaient bien pleines, et elle n'avait jamais osé aller voir la centaine de milliers d'artefacts du petit musée. Peut-être la plus grande collection jamais réunie d'un monde nordique pré-contact.
avant l'arrivée des Occidentaux, avant le grand brouhaha, à rendre jalouses les plus grandes institutions de par le monde. Le musée se situe juste à côté de la Maison Rouge, mais il faut prendre rendez-vous et Minnie n'ose pas. Alors un matin, j'emprunte la clé et j'emmène Minnie au musée durant sa pause. J'allume la lumière dans la pièce. Lorsqu'apparaissent les masques, les yeux de Minnie s'embuent. Elle me raconte qu'elle vient de l'autre côté de la baie, où son grand-père était chaman, que son père a connu les danses d'autrefois, leurs tambours, leurs masques, qui rythmaient la vie du village. Mais les missionnaires leur ont dit que c'était le diable, et en 2 générations, tout s'est perdu. Lorsque Minnie a souhaité apprendre les gestes, sa grand-mère lui a répondu « Ne demande plus jamais ça ». Son grand-père a jeté les masques. Il a arrêté de voler, le pouvoir qu'avaient les chamans de quitter leur corps et qui, petite, faisait rêver Minnie. Son grand-père disait avoir vu les palmiers, les gratte-ciels. Il était partout. Sauf au Bénin, royaume du vaudou où les sorciers étaient si puissants qu'ils l'avaient empêché d'entrer. Minnie regrette de ne jamais avoir voyagé. En sortant du musée, elle me confie que cela lui donne envie de se fabriquer un masque. Après tout, elle sait manier les outils. Du temps où les chamans existaient, savoir sculpter un visage entreaperçu en rêve était aussi vital que de respirer. Ce soir, 1 an plus tard, Minnie me montre les masques qu'elle a recommencé à façonner. Pour le moment, elle se contente de copier ceux des ancêtres. Un jour, promet-elle, elle se mettra à sculpter ses songes. Alors, donc voilà aussi pourquoi c'est si important en fait d'extraire ces vestiges, parce que ce ne sont pas seulement des vestiges en fait. Donc là, je vous ai mis le chantier archéologique de 2023. Alors, vous voyez, en fait, c'est des anciennes maisons. Enfin, vous ne voyez pas grand-chose, mais on voit quand même les anciens chantiers de planches qui faisaient les liens entre les différentes habitations. Et à chaque fois, en fait, ce qui est très important, c'est que l'archéologie, en fait, ça permet aussi de mettre à jour le quotidien. Souvent, les histoires, et notamment les histoires même qui sont racontées par les Yupits, c'est des histoires qui sont parfois héroïques, ou c'est des enseignements pour survivre dans la toundra. Mais là, ça permet aussi de mettre au jour tout ce qui a été le quotidien entier d'un peuple avant l'arrivée des Occidentaux. Et c'est là où c'est très important aussi, c'est que de par la façon dont ils se transmettent ces enseignements et aussi la façon dont ils se transmettent leurs noms, il y a un lien extrêmement fort entre ces objets et aussi ces figures humaines qu'on va retrouver dans le sol. Alors là, c'est ce qu'on appelle en fait une poupée, donc c'est Claire Oumar qui vient de la sortir du sol. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'on en a trouvé, et donc depuis 10 ans, depuis que le chantier archéologique a lieu, on en a trouvé des centaines de ces poupées dans le sol. Donc tous les objets, bien entendu, restent à Qunnahog, puisque c'était évidemment le vœu de la communauté. Et lorsqu'on ouvre certains tiroirs, on a cette vision assez incroyable de ces centaines de visages qui nous regardent et qui, sans doute, sont les ancêtres de ces Yupits qui vivent toujours à proximité. Alors, moi, par exemple, j'ai reçu un nom là-bas, donc à Gayour, mais il se trouve qu'en fait, lorsque quelqu'un meurt, les noms sont forcément transmis au nouveau-né, c'est-à-dire qu'une personne va disparaître, mais qu'ensuite, lorsqu'un nouveau-né naît dans le village, en fonction des traits de caractère, il va recevoir le nom d'un défunt. Et c'est ainsi que les noms se transmettent depuis la nuit des temps, et que finalement, ce nom qui m'a été offert à Gayour, qui était l'oncle d'une des personnes chez qui j'étais, qui aimait raconter des histoires, en tout cas, m'a été donné. Mais ça veut dire que, par exemple, ces visages-là ont sans doute porté un nom d'une des personnes du village. Et en tout cas, c'est très troublant de voir à quel point les habitants sont conscients de ce lien et du fait aussi de cette perte extraordinaire qui va se produire s'ils pourrissent dans le sol. L'autre chose aussi importante à voir, c'est que, et je pense que je conclurai cette partie là-dessus,
c'est que le temps est élastique, en tout cas dans ces contrées du globe, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la préhistoire chez nous, ce sont des sites de l'âge du bronze. Il y a aussi beaucoup de sites de l'âge du bronze qui disparaissent actuellement sur les côtes, par exemple, françaises, en Normandie, donc qui partent à l'eau. On a l'impression que c'est très lointain. Effectivement, ça l'est. Donc, c'est moins 3000 ans avant notre ère. Si par exemple, on peut parler du néolithique. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ces peuples, finalement, sont restés isolés pendant très longtemps. Et que ces gestes en fait, qu'ils se sont transmis sont aussi les gestes de nos ancêtres, parce que c'était des contrées où il n'y avait pas de métal, où finalement tout dépendait donc, du bois flotté, c'est-à-dire du bois qui arrivait par les rivières, parce qu'il n'y a pas d'arbres non plus, et d'une subsistance extrêmement durable, puisque finalement c'est des saumons qui remontent toujours les rivières, et la graisse des mammifères marins. Et alors, c'est là aussi, je trouve que c'est important de sauver ce passé parce que je pense qu'il nous dit énormément du nôtre, mais aussi parce que finalement, ces peuples qui ont toujours vécu de façon extrêmement soutenable sont en train de perdre le leur pour des raisons qui ne sont absolument pas, qui ne leur appartiennent pas. D'où, en fait, la nécessité aussi de sensibiliser justement à la disparition de ces sites. Donc, Queenahawk en est un parmi des milliers. Et donc, cette fouille archéologique qui dépend finalement de... Alors, on était un peu plus nombreux parce que là, il n'y a pas le chantier international, mais donc finalement, dépend de 6 personnes et évidemment aussi d'une communauté qui justement, avant même d'avoir l'eau courante, a décidé de faire appel à ces archéologues. Alors, je vois j'ai donc 40 minutes, donc j'ai le temps de vous faire, parce que justement, suite à des demandes aussi multiples et aussi de certains résidents, je voulais vous parler un petit peu de ce que je suis en train d'écrire à la Fondation Michalski et qui est le sujet en fait, que j'étais en cours d'écriture au moment où justement les masques et l'Alaska sont arrivés. Donc j'ai tout mis en pause. Mais il se trouve que j'étais en Floride, à Miami. Donc, alors évidemment, vous vous dites, ça n'a absolument rien à voir. C'est la diagonale extrême au niveau des États-Unis. Mais c'est encore un territoire qui vacille en raison de la crise climatique et qui notamment vacille en raison d'une menace qui est aux côtés de la déforestation et de la pollution, l'une des grandes causes de perte de biodiversité dans le monde. Et ça se nomme donc les espèces envahissantes. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler. Alors je ne sais pas si tout le monde... Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit rappel très bref de ce que c'est ? Alors... Donc, j'ai mis aussi cette carte pour que vous compreniez pourquoi, en tout cas, à Miami, Miami est en train de devenir la capitale mondiale des espèces exotiques envahissantes. Parce qu'il se trouve qu'en fait, elle est entre deux zones climatiques, la zone tempérée et la zone subtropicale. Or, donc ça signifie que c'est très agréable, pas seulement pour les retraités. Et que lorsqu'une espèce arrive dans cette zone, elle va se trouver bien. La plupart du temps, lorsqu'on est à Miami, hormis en été où il fait vraiment très chaud, on est quand même très heureux. Et il y a vraiment une multitude, mais alors quand je dis une multitude d'espèces exotiques envahissantes qui se sont installées, c'est environ 70 reptiles venus d'ailleurs. Alors, une espèce exotique envahissante, et alors c'est là où d'ailleurs il faudrait plutôt parler d'invasion biologique. Une espèce exotique envahissante, c'est tout simplement une espèce qui vient d'ailleurs et en raison de l'activité humaine, s'est trouvée propulsée dans un endroit où elle n'a rien à faire. Et parce qu'elle n'a pas évolué en même temps que cet endroit, et parce que,
et ben, souvent c'est une espèce assez costaud, résistante, et parfois, ce que les écologues, et je trouve ça assez joli, nomment charismatique. Va très bien se débrouiller dans son nouvel endroit de vie. Et donc, moi, quand je suis arrivée à Miami, alors j'avais déjà dans l'idée de m'intéresser aux espèces exotiques envahissantes, mais c'était surtout pour raconter, en fait, finalement, je voulais écrire sur l'engloutissement de Miami, parce que Miami est une ville qui vraiment s'enfonce en raison de la montée des eaux. Et là encore, en fait, finalement, les sujets, des fois, ils vous tombent dessus. Il se trouve qu'à la première semaine où j'étais à Miami, et là aussi, c'est lié sans doute à ma personnalité aussi, et à mon histoire personnelle, où il se trouve que ma mère était sans doute une des pires espèces envahissantes que je connaisse, et donc du coup, j'ai sans doute été très sensibilisée dans mon enfance à cette thématique. Je suis tombée sur un garçon qui était fou de reptiles et qui, en fait, notamment chassait le python. Alors, le python, je vous montrerai ensuite quelques vidéos. C'est vraiment devenu une des espèces assez dingue dans ce qu'elle est en train de faire sur ces écosystèmes. Donc, parce qu'à proximité de Miami, alors je ne vous l'ai pas montré sur la carte, mais en tout cas, il y a, donc vous voyez là, les Everglades. Donc en fait, c'est une sorte de grand marais, mais c'est un écosystème unique, donc qui est une rivière d'herbe. Il n'existe que ce type-là, il n'y a pas d'autres espèces de ce type au monde, donc effectivement, s'il disparaît, c'est une catastrophe. Et donc en fait, il y a beaucoup d'espèces qui trouvent refuge dans ce marais. Et donc moi, lorsque j'ai rencontré James, en fait, très vite, j'ai trouvé ça absolument fascinant parce qu'il allait. Alors les reptiles sont particuliers parce que souvent, ils sont extrêmement bien camouflés dans leur environnement et en fait, c'est la nuit qu'ils se repèrent le mieux. Donc là, je vous ai mis une photo d'un des premiers reptiles que j'ai eu la chance de voir et d'attraper en Floride. Alors, c'est un reptile, là encore, qui n'a absolument rien à faire dans ces lieux. Il vient d'Asie du Sud-Est. C'est un gecko toqué, donc on l'appelle toqué parce qu'il a un cri assez strident, donc il dit toqué, toqué, et en fait on les repère comme ça dans la nuit. Et alors ce qui est assez dingue aussi, c'est que en fait il y a comme beaucoup de déséquilibre, cela profite aussi à certaines personnes. Donc c'est-à-dire que comme à Miami, on peut finalement faire grandir des espèces envahissantes sur le moindre palmier, il y a certaines personnes qui relâchent ces lézards dans l'environnement et qui ensuite savent qu'elles vont rester, on va dire, dans un fourré, se multiplier, et puis ensuite, ils vont les rechercher et les vendre beaucoup plus cher sur Internet, dans une zone où elles ne seront pas interdites. Alors, le python, lui, c'est un autre... c'est vraiment le roi, on va dire, des espèces exotiques envahissantes dans les Everglades. On a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il était là. Le premier a été capturé dans les... On va dire, je crois que c'était dans les années... en 79. Donc, et on ne comprenait pas, en fait, pourquoi il y avait autant d'espèces qui disparaissaient, pourquoi le nombre de cerfs diminuait d'un coup. Enfin, vraiment, il y avait une sorte de grand mystère. Et puis, un jour, un ranger a percuté un énorme serpent sur la route principale qui traverse les Everglades. Il faisait 3,50 m. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, quand même, étrange. On ne les voit pas, mais ils sont gros. Et en 2011, donc un peu plus tard, en fait, les serpents ont commencé à être de plus en plus visibles, et c'est à partir de ce moment-là qu'un programme de chasseurs de primes a été lancé dans les Everglades, avec 100 chasseurs payés à capturer des pythons. Et donc,
moi, en fait, lorsque je suis arrivée à Miami, donc j'ai commencé donc il y a d'abord effectivement à aller chercher des geckos toqués, des iguanes, des caméléons dans les arbres, donc avec, on va dire, ces gens qui trafiquaient les espèces envahissantes. Et ensuite, je me suis dit que pour vraiment comprendre les choses, il fallait que je devienne assistante de chasseur de pitons. Et donc, ça a été très long, j'y suis retournée 4 fois. Et j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Donna, qui est celle qui a capturé le premier python du programme. Et alors, du coup, je vais vous montrer... Alors, j'ai pris cette vidéo qui n'est pas la plus impressionnante, mais c'est parce que je ne pense que, de toute façon, vous ne vous doutez pas qu'il y a un serpent ici. On ne le voit pas, et pourtant, il y en a un. Wow. Alors, il faut voir qu'on est c'est 2 heures du matin dans les Everglades, sur des routes qui sont interdites où seuls les chasseurs de primes ont la clé. Alors ça, c'est un petit python. Bon, alors, évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous ai mis... Alors, ah non. Je vous ai mis cette vidéo aussi pour que vous voyez mieux la minimale. Alors là, vraiment... Alors Donna, donc, elle en a attrapé à peu près 850. Faut voir aussi que c'est vraiment... elle les attrape à la loyale. C'est-à-dire que si on veut attraper un python, on peut faire beaucoup de mal à l'animal. Et c'est là ce que je dis toujours pour parler des espèces exotiques et envahissantes. C'est que, en tout cas elle, et moi aussi, nous aimons les serpents. Le python est un des plus beaux serpents que je connaisse. Et c'est ça aussi qu'il est très difficile à comprendre lorsqu'on parle d'espèces exotiques envahissantes. C'est que c'est une cause déjà méconnue de perte de biodiversité, et c'est aussi une cause qui est, pour des raisons éthiques extrêmement décriées, parce qu'effectivement, les pythons, une fois qu'on les a attrapés, on va devoir les euthanasier. Donc ça se passe avec un coup de pistolet à air comprimé dans une zone extrêmement précise du cerveau. Et Donna nie aucune de... Donc, alors maintenant, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Everglades Avengers. Et donc, il y a un groupe exclusivement féminin, donc avec Chris et Tina, que vous voyez ici en photo, de plusieurs femmes donc, qui chassent le python. Et donc, aucune d'entre nous, bien évidemment, ne tuons des pythons pour des raisons de gaieté de cœur. Mais il faut voir que ces animaux, en fait, si on ne les supprime pas, potentiellement, ça va entraîner la perte de centaines d'espèces. C'est-à-dire que notamment, là, il y a notamment des oiseaux extrêmement rares qui se trouvent juste dans les Everglades, comme la rosette, donc il y a un oiseau rose absolument magnifique, qui sont en train de disparaître alors qu'ils n'ont absolument rien demandé à personne. Donc en raison de, on va dire, de l'adaptation incroyable d'une seule espèce, des dizaines d'autres peuvent disparaître. Et c'est vrai que ça pose une question éthique et finalement très humaine de la responsabilité que nous avons sur ces territoires. Alors, du coup, je pense que j'arrive à la fin de cette présentation. Je vais juste quand même vous... Alors, je ne sais pas si je l'ai... Oui. Je vais juste vous lire le texte, le tout début de mon livre, et ensuite, je pense qu'on aura 5 à 10 minutes de questions. Alors, du coup, ça va vous emmener dans un autre univers. Alors... Et donc, c'est un road trip écrit entièrement de nuit, parce qu'effectivement, les pythons se chassent de nuit autour d'une route qui aussi fait qu'ils sont entrés sur ce territoire. Toujours, nous revenons à cette route.
Il n'y en a de toute façon pas d'autre. J'écris ces lignes et je pense à elle, droit devant nous, à son goudron qui brille dans la lumière des phares, bien que nous ne roulions pas sur la route à proprement parler. Nous nous calons sur son bas-côté et nous avançons sur son bord, pneus dans l'herbe, lentement. Je n'ai pas le permis, mais j'ai appris à cruiser, à conduire comme en flâne, à vitesse douce, quelques miles à l'heure. Dans la culture séminole, les Indiens du coin, chasser les serpents, ça porte malheur. Lorsque nous traversons ce qui reste de territoire au Miccosukee, nous coupons nos phares pour ne pas déranger. Ailleurs, tout repose sur les lampes que nous braquons sur le dehors. Pendant les heures qui vont suivre, plus rien ne compte que cela, que ce faisceau de lumière où défile un ruban de verdure jaune. Nous le fixons avec obstination, les yeux écarquillés pour tenter de discerner ce qui sinue là, à la lisière du monde que délimite la voie de transport. De nuit comme de jour, très rares sont ceux qui osent s'enfoncer à l'intérieur du paysage de feuilles. James, j'ai choisi de changer son prénom en celui qu'il préfère, m'y a emmené un jour que son père lui a laissé les clés du bateau à moteur. On a remonté un canal, un peu isolé, et puis on s'est calé au soleil, dans le marais qui devient marais de cyprès. C'est un drôle d'arbre, tronc grisâtre, barbe de vieillard, une longue plante aérienne qui lui dégouline des ramures et lui donne l'air d'attendre là, depuis des siècles, accroupi dans l'eau brune. C'est vrai qu'une fois qu'on est là, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis glander et attraper du poisson. J'étends mes jambes dans le bateau, une canette de bière coincée entre les pieds, et je regarde James jouer à pêcher. Au bout de sa canne, les poissons surgissent, multicolores, surprenamment exotiques dans leur chatoyante livrée d'écailles, comme jaillis d'un aquarium tropical géant sur lequel nous aurions flotté sans le savoir. Systématiquement, James les remet à l'eau. Tout un truc, dégager l'hameçon de la large bouche, le poisson qui gesticule, glisse des doigts comme une savonnette, bondit, plouf, s'enfonce d'un coup de nageoire vers les profondeurs. On ne garde rien, on relâche tout. C'est de la pêche sportive, dit James, même si j'ai surtout l'impression de picoler sans faire beaucoup d'efforts. Au dire de James, les poissons sont inconsonnables, le mercure imprègne leur chair, et tu ne veux surtout pas te retrouver avec la bite molle et le cerveau comme une glace à la fraise, m'assène-t-il, en montrant d'un geste autour de nous le panorama. C'est tranquille, mais c'est merdique. Les grandes aigrettes, elles ne baissent plus, elles restent assises dans leur nid, et les panthères, regarde, elles crèvent avec des trous dans le ventre. Tu ne les vois pas, mais dis-toi qu'elles sont là. Elles te regardent, tout te regarde. Je regarde tout et j'écoute James d'une oreille de plus en plus distante. Il exagère sans doute, mais je suis sûre que dans le fond, il dit vrai. D'abord, il lit tout là-dessus, sur la rivière d'herbe, sur les millions dépensés pour elle, pour qu'elle retrouve son flot, son flux originel. Moi, la chaleur, ça me ramollit. Comme il n'y a qu'une seule canne à pêche, je guette les balbuzards à l'affût sur les pins. Je ne sais pas s'ils ont la bite molle, mais en tout cas, je les trouve l'air heureux au sommet de leur perchoir. Le jeu de James, c'est de s'arrêter sous un rapace et de lui lancer un poisson. Une fois sur trois, l'oiseau plonge sur l'arc-en-ciel d'écailles. Ses grandes serres se referment, et en un battement d'ailes, il l'emporte pour le dévorer au calme en haut d'une cime. Après plusieurs bouffées de pétard, James l'est aussi, high, planant, l'esprit ailleurs comme un balbuzard. Le temps se suspend aux abdomens des libellules. Je les regarde se bécoter cul contre cul en dessinant des cœurs. C'est à la fois magnifique et niais. Je me dis que c'est la plus jolie façon que deux êtres ont trouvée pour s'envoyer en l'air, et l'espace d'un instant, j'ai un peu l'impression d'être une princesse Disney. Il faut dire qu'on est tous un peu ivres. Quand les moustiques forment une brume d'élytres autour du moteur chaud, c'est le signe de rentrée. Une dernière fois, on pousse le moteur à fond, on remonte le canal. Devant nous, les hérons filent, les pattes tendues comme des flèches bleues, en huant, en chiant de peur. Je rentre la tête dans les épaules car je suis assise à l'avant, à la place de la belle-mère de James, qui une fois a reçu une coulée de fiente sur le visage et depuis menace de divorcer. On remet le bateau sur la remorque. La nuit tombe, on repart vers la ville. Autour de nous, les cyprès chauves se font de plus en plus fantomatiques. On dirait les spectres de vieux sages, mais le sont-ils vraiment, si vieux, si sages? À l'échelle des temps géologiques, la Floride est tellement plus jeune que moi. Miami et ses buildings peuvent bien basculer dans les vagues, qu'elle le sera toujours. Au pire, il restera le ciel, l'azur. Ce sera comme 10 000 ans en arrière. Autour de nous, il fait noir, et je ne sais pas encore que le noir est plein de serpents. Voilà. Du coup, je pense qu'on a encore 5 minutes de questions, c'est ça? Et après, on est tous invités à boire un verre en haut. Et je crois que j'ai tout dit, c'est ça? Voilà. Et je crois qu'il y a des micros pour ceux qui veulent poser des questions.
Et s'il n'y a pas de questions, ça me va aussi. Ah, et il y en a une là. Juste. J'ai 2 questions. Ouais. La première, c'est vraiment de la curiosité pure. C'est comment les rangers, du coup, elles arrivent à savoir où trouver des serpents. Ouais. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez prévu de revenir en Alaska? Enfin, est-ce que vous vous êtes liés d'amitié avec des Yuppies ou est-ce que c'est voilà, un projet personnel? Alors, sur la chasse aux pitons, alors effectivement, c'est extrêmement dur de voir un python. Et alors, c'est justement... disons que c'est une expérience assez intransmissible. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que je pense que j'ai eu de bons yeux. Et alors, en fait, le test, c'est qu'on vous emmène au milieu des Everglades la nuit. Vous avez un grand spot. Et avec ce spot, en fait, il faut regarder dans les herbes. Et alors, je ne sais pas comment dire, c'est à la fois très sombre, mais il y a un éclair lumineux. Et donc, c'est avec la lumière qu'on arrive à repérer le serpent. Et alors moi, j'ai vraiment eu la chance du débutant, c'est-à-dire que j'en ai repéré un à ma première sortie. Et donc, du coup, aussi, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à être embauchée. Ce qui n'était vraiment pas du tout gagné. Voilà, mais alors ensuite, c'est vrai je fait, c'est un serpent qui défie l'entendement parce que vous voyez, l'imprimé, on le voit un peu sur la photo, et donc à chaque fois, l'empreinte digitale du python, c'est unique, et c'est aussi pour ça qu'en plein jour, c'est quasiment impossible de les repérer dans les herbes. Donc il faut vraiment avoir les spots. Et quand on est, on est sur des 4x4 et c'est un espèce de système qu'on appelle une Python perch. Et donc c'est une sorte d'échafaudage à l'arrière de la voiture. Et donc on braque une lumière et on avance très lentement pendant des heures et des kilomètres. Voilà. Donc c'est un exercice de méditation particulière. Voilà. Et alors, pour répondre à la deuxième question, effectivement, donc, je vais retourner en Alaska. Alors, pas dans le même village, pas à Quinnaok, parce que pour des tas de raisons, et justement, il y a eu ce que j'explique aussi dans le livre, donc sans divulgacher, mais on va dire que l'ouragan Trump a aussi entraîné de nouvelles complexités dans les programmes de recherche, et que la mission Yupik va recommencer, mais je recherche un autre site archéologique. Et que là, on est potentiellement entre 2 villages, chez 2 autres peuples, donc les Tchupik et les Inupiat, dont un village complètement plus au nord de chasseurs de baleines. Et donc du coup, j'ai relancé un projet et je pense que ce sera cette fois-ci un texte qui sera complètement sur les masques. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Non. Alors, ah. 2 questions alors. Merci, c'était très intéressant et je vous avoue ne pas avoir encore lu votre livre, mais ça m'a beaucoup donné envie. Moi, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type de votre séjour en Alaska? À quelle heure vous vous leviez, ce que vous faisiez, comment elle se déroulait? Merci. Alors, moi, j'ai pas forcément eu de journée type parce que, alors, effectivement, comme j'étais cette espèce de courroie de transmission entre village et le chantier archéologique, je passais une partie de mes journées justement à aller dans le village. Et donc, du coup, je n'ai pas forcément fouillé tout le temps. Mais on va dire qu'une journée de fouille classique, c'est de 9h à 17h. Qu'on passe son temps agenouillé dans la terre à décaper le sol. Et qu'à 18h, on mange, et qu'avant ça, il y a eu surtout un truc très important, une douche chaude qui dure seulement 5 minutes et qui est minutée, mais c'est-à-dire que quand vous êtes couvert de boue, il faut être très efficace.
Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est à peu près ça, une journée classique. Voilà. On va retourner en Floride. Ah, ok. Pour moi, la Floride, et surtout les Everglades, c'est vraiment l'image du marais infesté d'alligators, voire des lamentins parfois aussi. Enfin, c'est les deux animaux dont on parle le plus en Floride. Ils en sont où, là, au milieu de toute cette invasion? Alors, ils sont mal. C'est-à-dire que le python est vraiment un super prédateur. Donc, effectivement, un animal très charismatique. Et il y a certaines vidéos, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur Internet et qui sont assez incroyables, de pythons qui ont du mal à digérer des alligators. Voilà. Donc, pour les curieux, je vous invite à chercher. Notamment, il y a une photo qui a été prise par un hélicoptère qui date un petit peu, mais qui montre justement un serpent assez costaud qui a explosé parce qu'il a été un peu trop gourmand. Donc voilà. Donc en fait, c'est aussi pour ça que le programme a été lancé, c'est qu'il y a vraiment une nécessité dans un écosystème très particulier à empêcher les pythons de tout manger. C'est un peu comme des trous noirs qui avalent tout. Et effectivement, je pense qu'aussi, alors après c'est un peu une légende des chasseurs de pythons, mais on dit aussi, et c'est le cas, c'est qu'il y a déjà des serpents qui ont été trouvés à Miami dans des banlieues résidentielles, et ça fait un petit peu désordre. Voilà. Bon, je pense qu'on va tous pouvoir aller boire un verre s'il n'y a plus de questions. Surtout toi. Surtout tout le monde. Bon, merci beaucoup.